Allez, on parle ce matin de la maladie d'Alzheimer, en effet la plus fréquente des maladies neurodégénératives et qui touche en Guyane environ 2000 personnes. 2 conférences auront lieu aujourd'hui à Cayenne et jeudi à Saint-Laurent dans le cadre de la 2e édition des entretiens Alzheimer en Guyane organisée par la Fondation Recherche Alzheimer. L'objectif est d'aborder la prévention de la maladie, la recherche, l'accompagnement des malades et de leurs aidants. Des neurologues, psychiatres, psychologues, professeurs, chercheurs et docteurs seront présents, dont notre invité de ce matin. Bonjour Anne-Marie Yergis. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur Radio Pays. Vous êtes professeur de neuropsychologie du vieillissement au laboratoire Mémoire, Cerveau et Cognition à l'Université Paris-Cité. Membre également du Conseil scientifique de France Alzheimer. Vous donnerez, et on y reviendra, une conférence sur la prévention de la maladie par la stimulation cérébrale et les interactions sociales. Je le précise dès maintenant, l'événement il est gratuit, ouvert à tous. C'est pas un colloque, on va dire, à destination uniquement des professionnels de santé. Là, l'idée, Anne-Marie, c'est vraiment de rassembler toutes les personnes en fait qui sont engagées, qui sont concernées par le combat contre la maladie, c'est bien ça? C'est bien ça, c'est une conférence au grand public. Les entretiens Alzheimer sont organisés depuis un certain nombre d'années par la Fondation, qui collecte des fonds pour la recherche, mais qui organise ces entretiens pour informer le grand public sur la maladie, sur les avancées de la recherche, sur les traitements, sur les prises en charge. Et ce, dans toutes les grandes villes de France et puis maintenant dans les DOM à La Réunion et en Guyane. On vous avait reçu pour la première édition il y a quelques temps. Le bilan de ce que vous aviez fait à l'époque, qu'est-ce qu'on peut en dire et qu'est-ce que vous avez voulu faire de différent finalement cette fois-ci? Alors ça avait été très bien accueilli. On était venu il y a 1 an et demi, donc on avait décidé de le faire tous les 2 ans. Donc là, au lieu d'octobre, c'est au mois de mai. D'accord. Et donc, les personnes qui étaient présentes étaient très contentes que la Fondation vienne et explique, parce qu'il y a un manque d'informations en Guyane, donc c'était important pour les personnes de venir écouter ces entretiens. Alors, la dernière fois, nous étions plus axés sur la maladie d'Alzheimer, sur ses caractéristiques, sur les troubles cognitifs, sur les traitements et les prises en charge. Et cette semaine, nous allons plus nous axer sur la prévention. C'est-à-dire quels sont les facteurs de risque, quels sont les facteurs modifiables et comment on peut jouer sur ces facteurs modifiables, non pas pour ne pas avoir la maladie. Si on doit avoir la maladie, malheureusement, on va la développer, mais on peut compenser beaucoup plus longtemps si on fait attention, si on contrôle ces facteurs. On reviendra évidemment sur ce point dans quelques minutes. Est-ce que, est-ce que vous trouvez justement qu'il y a, qu'il y a assez d'échanges entre toutes les personnes qui sont concernées par la maladie, à la fois les professionnels, les chercheurs, mais aussi les malades et les aidants, pour créer, on va dire, un écosystème où tout le monde arrive finalement à entendre un petit peu la parole de l'autre? Alors, je pense qu'il y a pas mal d'interactions en Guyane, si vous parlez de la Guyane, entre diverses associations. Il y a la France Alzheimer Guyane, il y a le réseau de gérontologie, il y a les Mayas, il y a des tissus associatifs. Donc, il y a des échanges qui se font, mais pour être au courant des dernières avancées de la recherche, des connaissances, c'est important de pouvoir venir de temps en temps pour faire des mises à jour et apporter d'autres informations, d'autres connaissances. Est-ce que c'est une maladie qui est particulièrement difficile, délicate aussi finalement à aborder avec le grand public, déjà par rapport à sa complexité, mais aussi on sait bien que la perte d'autonomie, la perte de la mémoire, évidemment, ce sont des sujets qui sont particulièrement sensibles, on va dire. Oui, c'est une maladie qui fait très peur, parce que déjà, quand on avance en âge, à partir de 50 ans, on commence à avoir, non pas des troubles de mémoire, mais un déclin de la mémoire et des choses qu'on oublie. Tout le monde sait évidemment que ça devient difficile de se souvenir de noms propres, de personnes de l'entourage. Qui n'a pas cherché le nom d'un acteur, d'un journaliste, d'une personne qu'on a rencontrée depuis peu? Mais ça revient, toujours quand on s'y attend pas, mais ça revient pas quand on en a besoin. Oublier ce qu'on vient chercher dans une pièce, ne plus savoir où on pose ses lunettes, son portefeuille, ses clés, etc. Tout ça, c'est assez banal, en fait. Et c'est quand ça devient de plus en plus fréquent que ça peut devenir un petit peu alarmant. Mais c'est quoi justement le gap finalement entre d'un côté une perte de mémoire qui fait partie un petit peu du processus normal de la vie et des pertes qui là par contre commencent à être particulièrement importantes et dangereuses finalement pour la santé de la personne?
Alors, c'est souvent l'entourage qui s'alerte, autant des petits oublis, comme je vous disais, c'est fréquent, mais quand la personne commence à répéter très fréquemment les mêmes questions, parce que D'accord. l'oubli qu'elle a posé quelques minutes avant, quand elle cherche ses mots, ça s'appelle le manque du mot, quand on ne trouve plus le mot juste, qu'on a du mal à le trouver, qu'on emploie ce qu'on appelle des mots valises, c'est bien le truc, le machin, etc., parce qu'on a du mal à trouver ces mots. Quand on n'arrive plus à faire des activités qui font appel à ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est-à-dire organiser, planifier, comme comme gérer son budget. Là, on est en pleine période de déclaration d'impôt, donc ça doit parler un petit peu à beaucoup de gens. Conduire en ville, parce que ça demande de l'anticipation, des réflexes, de l'attention, etc. Même jardiner, bricoler, quand on n'arrive plus à faire des activités qui font appel à ces fonctions-là, parce qu'il n'y a pas que la mémoire Eh qui oui. est touchée dans la maladie d'Alzheimer, donc ce sont des signaux d'alerte. En tout cas, majoritairement, ce sont les proches qui commencent à être alertés parfois plus que la personne elle-même. Oui, alors dans les phases très précoces, dans ce qu'on appelle les troubles cognitifs légers, Oui. c'est souvent la personne elle-même qui s'inquiète, de ne plus fonctionner aussi bien qu'avant. Donc il y a des troubles qu'on appelle aussi des plaintes objectives, c'est-à-dire qu'on peut mettre en évidence avec des tests qu'effectivement il y a des petits oublis, des petites difficultés. Et les plaintes subjectives, ce sont des personnes qui se plaignent d'avoir des problèmes de mémoire, et quand on fait les tests, ils n'en ont pas. Donc Ah c'est oui. plus lié à l'anxiété, à la dépression. Mais voilà, on peut avoir conscience de ces problèmes au tout début, dans les phases précoces qui précèdent la perte d'autonomie. Mais dès qu'on rentre dans la phase de perte d'autonomie, les personnes perdent conscience souvent de leurs problèmes. J'aimerais vous faire réagir à ce témoignage sur lequel je suis tombé tout à l'heure. C'est une dame en fait qui raconte la manière avec laquelle on lui avait annoncé la maladie de sa mère. C'était il y a 50 ans. On ne connaissait rien du tout à la maladie, c'est ce qu'elle raconte. Un jour à l'hôpital entre deux portes, on m'a dit « Écoutez madame, votre maman a la maladie d'Alzheimer, ramenez-la chez elle, nous on ne peut rien faire ». Ça c'était il y a 50 ans. Aujourd'hui sur la prise en charge, Anne-Marie Hergis, on parlera ensuite de la recherche, mais sur la prise en charge d'abord, c'est quoi le constat, le bilan qu'on peut faire déjà dans ce qu'on est capable de mettre en place en fait pour les malades, mais aussi pour leurs proches? Alors déjà, l'annonce diagnostique ne se fait plus de la même manière. J'espère bien, ouais. Ça a beaucoup évolué. Moi, je travaille sur la maladie d'Alzheimer depuis 35 ans. Je sais que ça a toujours été difficile pour les médecins de faire l'annonce diagnostique, surtout quand c'était le médecin de famille qui connaissait les personnes depuis longtemps. C'est toujours un petit peu délicat. Donc maintenant, on ne fait plus ça. On ne va pas dire entre deux portes, vous avez la maladie d'Alzheimer, au revoir, on ne peut rien faire pour vous. Ouais. On va proposer des prises en charge, des prises en charge au niveau cognitif, au niveau de l'humeur, au niveau aussi de l'organisation de la vie. On les aide aux familles pour savoir comment ils peuvent se faire accompagner, Oui. suivre. Et une chose importante aussi qui s'est développée il y a quelques années, mais dont on ne tenait absolument pas compte avant, c'est le poids, la souffrance des aidants. On considérait sans doute normal que les familles consacrent leur temps à aider leurs proches malades et sans se soucier de l'impact que ça a sur leur santé. Et maintenant, on sait que ces personnes aidantes sont en souffrance. Ça peut avoir des répercussions sur leur santé, au niveau cardiovasculaire, au niveau de la dépression. Et c'est pour ça que maintenant, beaucoup d'interventions sont axées sur le soutien des familles, le soutien des aidants via des groupes de parole, via des opérations un peu de répit, où les patients sont pris en charge pendant plusieurs jours, on les emmène un peu en vacances, etc., pour que la famille puisse un peu souffler. Oui, là pour le coup, c'est vrai qu'on parle de plus en plus des aidants, pas que Oui. pour la maladie d'Alzheimer évidemment, mais pour toutes les autres maladies, pardon. C'est vrai qu'il y a quelques années, on trouvait ça normal et on s'intéressait uniquement aux malades et pas à toutes les personnes autour d'elles finalement. Oui, parce que ça ne concerne pas que la maladie d'Alzheimer, évidemment, ça Oui, concerne d'autres maladies neurodégénératives, ça concerne le handicap. bien Et sûr. on s'intéresse, moi j'ai des collègues à l'université qui s'intéressent aux aidants jeunes, c'est-à-dire qui sont un soutien pour leurs frères et sœurs qui sont malades, qui souffrent d'autisme ou de trisomie 21 par exemple,
et qui sont aussi sollicités pour aider leurs frères et sœurs, et qui sont en grande souffrance. En tout cas, et vous m'arrêtez si je me trompe évidemment, mais ce qui a changé, on parlait de cette période qui remonte à 50 ans, ce qui a changé, c'est que on ne dit plus aujourd'hui, quand on nous diagnostique la maladie, qu'il n'y a rien à faire et qu'on est condamné. À ce niveau-là, il y a eu quand même pas mal de changements aussi en un demi-siècle. Oui, heureusement. Et en plus, à l'époque, on parlait de maladie d'Alzheimer. On sait aussi maintenant qu'il y a d'autres maladies qui peuvent évoquer la maladie d'Alzheimer, comme la démence frontotemporale, comme la maladie à corps de Lewy, qui ont des points communs. Et puis tout ce qui est vasculaire. Et malheureusement, on peut avoir une maladie d'Alzheimer, ça n'empêche pas d'en avoir une autre. Et c'est souvent avec des démences vasculaires. Donc oui, maintenant, la prise en charge est beaucoup mieux organisée, même si ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il y a eu les plans, ça a commencé en 2003, je pense, avec Bernard Kouchner, je pense, qui était ministre de la Santé, après la grosse canicule en France qui a tué des milliers de personnes âgées qui étaient un peu livrées à elles-mêmes et déshydratées dans les EHPAD. Et donc, il y a eu le plan démence, le plan maladie d'Alzheimer, le plan maladie neuroévolutive, où il y avait le volet recherche, le volet ouverture de places, en consultation mémoire, en accueil de jour, en hôpital de jour, création de postes de médecins, de psychologues, etc. Et puis tout ce qui est prise en charge, soutien aux familles. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce qu'on appelle les entraînements cognitifs, Anne-Marie Hergis, et la réserve cognitive? C'est quoi exactement? Alors la réserve cognitive, tout un chacun peut l'entretenir. C'est un certain nombre de facteurs. Alors là, au début, quand on parlait de réserve cognitive, on parlait surtout d'éducation. Plus on a un niveau d'études élevé, plus la réserve cognitive est élevée. Donc c'est vrai, mais pas que. On peut ne pas avoir eu la chance ou la possibilité de faire des études, mais si on a des occupations, des activités stimulantes, si on s'intéresse, si on a la curiosité du monde, si on sort, on peut augmenter sa réserve cognitive. Il y a l'aspect relations sociales. Donc je pense qu'en Guyane, ça fonctionne très bien. Les réseaux, les associations, les gens sont, je pense, beaucoup moins isolés qu'à Paris, par exemple. Donc le fait de maintenir des relations sociales, des interactions, de l'intergénérationnel, de partager des activités avec des amis, avec la famille, avec les petits-enfants, tout ça, ça en fait partie. Et il y a le côté aussi exercice physique. Ça, c'est très, très important. Le côté nutrition. Ça joue aussi. Ouais. Alors, tout ça, ce sont des choses qui ne vont pas vous empêcher d'avoir la maladie d'Alzheimer, comme je vous le disais, mais qui permettent de compenser plus longtemps. Et la réserve, ce qu'on appelle la réserve cognitive, vous savez, dans le cerveau, on a des milliards de neurones qui font des synapses, c'est-à-dire des connexions pour pouvoir communiquer d'un neurone à l'autre. Et ça permet la création de nouvelles synapses, cette réserve cognitive. Donc en fait, c'est comme un entraînement, mais tout au long de sa vie, habituer son cerveau en fait à être stimulé en permanence pour ne pas attendre l'arrivée de la maladie quand on a un âge plus ou moins avancé. Voilà, en fait. ça s'entretient à tout âge. Oui. Et je dirais qu'il faut faire attention quand arrive l'âge de la retraite, de savoir préparer sa retraite, ne pas tomber dans l'isolement. Et puis ne rien faire. Il faut y penser, il faut l'organiser, il faut surtout pas se couper des autres. Et c'est très très important. Et j'ajouterai une petite chose aussi, c'est sur l'audition. Ça, on n'en parle pas assez. L'audition, c'est quelqu'un qui perd l'audition, qu'il y a des baisses d'audition. Il ne faut pas hésiter à se faire appareiller. Autant à partir de 45 ans, on devient presbyte parce que le cristallin n'a plus la même flexibilité. Donc ça ne dérange personne de porter des lunettes. Ouais. Mais porter un appareil auditif, ça gêne beaucoup de gens parce que de l'assimiler, ça y est, je suis un vieux, etc. Mais c'est vrai que le rapport entre audition et vue, c'est pas exactement la même chose. Non. On accepte peut-être plus facilement les lunettes que les appareils auditifs sociétalement. Et ça, c'est très délétère de perdre l'audition parce qu'on est coupé des autres. C'est-à-dire qu'on voit les autres, on est en réunion de famille avec des amis, on n'entend pas ce qui se dit, on n'entend pas ce qui se passe, on est isolé. Et beaucoup d'études ont montré que ça participe au déclin cognitif et que c'est un facteur de risque pour la maladie d'Alzheimer. Donc, si j'ai des activités de consultation mémoire en parallèle à la fac, je dis à toutes les personnes âgées que je vois, si vous avez des problèmes d'audition, il faut aller vous faire appareiller. C'était votre audition, allez vous faire appareiller.
Est-ce que, pour compléter un petit peu ce que vous avez commencé à dire, Anne-Marie Hergist, au-delà de la maladie d'Alzheimer, finalement, c'est pas aussi le discours qu'on porte sur le vieillissement, sur les personnes âgées qu'on doit changer, voilà, pour habituer un petit peu tout le monde à se stimuler tout au long de sa vie? Oui, 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 il y a ce qu'on appelle l'agisme, de tous les préjugés sur les stéréotypes du vieillissement et qui peuvent être auto-générés, auto-alimentés par les personnes âgées, Mmh. qui se rendent compte qu'une personne âgée, c'est considéré comme, on considère comme une personne qui n'a plus d'utilité dans la société, ce qui est totalement faux, qui n'a plus de rôle, qui n'est plus performant, alors qu'il faut mettre en avant la sagesse, l'expérience, ce qu'on peut apporter aux autres. Et c'est parfois donc les personnes âgées elles-mêmes, en miroir de ce qu'on leur envoie, qui vont avoir tendance à se dévaloriser, à se Mmh. considérer comme qui se font victimes de l'agisme. Donc, garder un contact avec les autres, Mhm. garder aussi une bonne audition pour ne pas qu'on se coupe, on va dire, voilà, des personnes qui nous entourent, et des activités stimulantes pour le cerveau. Est-ce que vous auriez des exemples à nous donner finalement de choses qui sont et peut-être prouvées par la science comme pouvant ralentir l'évolution de la maladie? Alors on est un certain nombre de collègues qui ont fait ça de manière expérimentale et maintenant au niveau clinique, ils proposent des formations, des stages. Je l'ai fait d'ailleurs en Guyane il y a une quinzaine d'années avec les retraités de la CAS EDF et D'accord. puis le SERPAG avec Madame Maurice Bertrand à l'époque. Et on organisait tous les ans des stages pour les seniors qui voulaient justement entretenir leur mémoire, etc., où on leur apprenait différentes stratégies. Ce n'est pas des petits jeux de mémoire comme ça, c'est vraiment apprendre des stratégies pour pour mieux enregistrer et retrouver les informations. Mmh. Et donc, je vais parler de ça cet après-midi et puis jeudi. Donc ça a fait ses preuves. Et par rapport à la maladie d'Alzheimer, quand on a une plainte amnésique ou des troubles cognitifs légers, plus on s'y prend tôt, mieux ça permet de compenser plus longtemps. Et aussi parce qu'on peut apprendre aux personnes qui sont vraiment dans des stades précoces et qui ne sont pas en perte d'autonomie, d'apprendre plusieurs types de stratégies et de leur apprendre dans quel type de contexte ils peuvent les utiliser. Oui. Après, quand la maladie d'Alzheimer s'est installée, on peut le faire, mais c'est plus long, c'est plus difficile, on ne peut faire qu'une chose à la fois. On ne peut pas enseigner plusieurs stratégies en même temps. Alors il y a toutes ces stratégies-là et puis il y a aussi le rapport à l'art, on va dire. Il y aura un spectacle, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Mhm. à Saint-Laurent au camp de la transportation, fait justement par des personnes âgées sur la prévention de la perte d'autonomie. À quel point c'est important d'avoir aussi une activité artistique, Anne-Marie Hergis, que ce Tout à soit fait. du Mhm. théâtre, de la musique ou même, je sais pas, écrire dans sa chambre pour continuer finalement à avoir un rapport avec l'art même quand on a un âge avancé. Oui, tout à fait. Alors nous, on l'a fait, moi j'ai fait 8 programmes, 4 à Paris et 4 en Guyane, avec des patients Alzheimer, toujours avec des personnes âgées sans troubles cognitifs, pour ne pas les enfermer entre eux. D'accord. Et là, ce dernier projet, c'était avec des personnes âgées sans troubles cognitifs. C'était dans le cadre de la prévention de la perte d'autonomie. Et tout le monde connaît les bienfaits de la musique, tout le monde aime écouter de la musique. Euh, Jouer d'un instrument, chanter, ça apporte aussi beaucoup de choses, en plus du plaisir. Il faut qu'il y ait du plaisir. Dans l'art, il faut toujours qu'il y ait du plaisir. Bien sûr. Le théâtre tel qu'on l'avait mis en place, c'est apprendre des techniques de jeu théâtral, comment mémoriser des textes, comment utiliser ses émotions aussi pour faire vivre les personnages. Alors pour moi, le théâtre, c'est une discipline assez complète parce qu'il y a les interactions avec les autres, il y a les émotions, le fait de faire affleurer en soi des émotions. Ça, c'était des techniques d'un prof de théâtre, comédien russe, qui s'appelait Stanislavski, qui a inspiré l'Actor Studio, d'ailleurs. Comment revivre des émotions similaires à celles que ressent le personnage pour Mm. pouvoir donner vie au personnage. Et il y a ce qu'on appelle, j'en parlerai un peu, excusez-moi du terme un peu barbare, la cognition incarnée, c'est-à-dire le fait d'utiliser le mouvement, en fait, son corps, parce que pendant longtemps, ceux qui s'intéressaient à la psychologie cognitive séparaient un peu le cerveau du corps. Oui. Maintenant, après, avec les émotions, c'est devenu un peu moins séparé. Et la cognition incarnée, ça veut dire que ce qu'on fait avec son corps, les mouvements du corps, les perceptions, les déplacements, ça va ça va interagir avec le fonctionnement cognitif et ça va permettre notamment de mieux mémoriser des actions.
En tout cas, et je me permets de vous couper, et parce que vous avez commencé à le dire, le plus important, c'est le plaisir. Il ne faut pas qu'on Voilà. se force à faire quelque chose Mm. si on n'aime pas le faire. Je vous avais entendu il y a quelque temps parler notamment des sudoku, une personne qui vous disait, voilà, on m'a dit que Vous n'avez pour pas de mémoire. continuer d'entraîner mon cerveau, il fallait faire des sudoku. Si on n'aime pas ça, il faut pas Voilà, en faire et faire autre chose. exactement. Ouais. Sur la prévention et le dépistage, Anne-Marie Hergis, vous travaillez depuis plusieurs années sur des tests adaptés à la population guyanaise, le TEGG, test d'efficience globale de Guyane. Oui. C'est quoi exactement? Alors, on utilise dans le monde entier un test qui s'appelle le Mini Mental State Examination, quelque chose qui se passe en 10 minutes, qui survole un petit peu différentes fonctions cognitives comme la mémoire, l'orientation, le langage. D'accord. Et c'est un outil de première intention de dépistage. Hein, c'est pas avec ce test-là qu'on va dire vous avez la maladie d'Alzheimer ou pas, ou autre chose. C'est vraiment un premier outil de dépistage, sauf que celui qu'on utilise un peu partout n'est pas adapté à la Guyane. Hein, parce que déjà, quand les questions d'orientation, quel est le département, quelle est la région, etc., bon, c'est pas pareil. Et dans les petits tests de mémoire, on ne peut pas utiliser les mêmes mots qu'en métropole. Donc, j'ai fait une adaptation et qui est en cours de validation actuellement. Et également un test de mémoire avec des mots aussi qui sont plus fréquemment connus en Guyane qu'en métropole. Hein. Par exemple, à Paris, je ne pourrais pas parler de poisson qui s'appelle atipa. Hmm. Ici, un brochet, un flétan, je sais pas, c'est moins connu. Oui, donc en fait, adapter les Voilà. tests, les questions, les mots à la Mm. culture locale, en fait, Oui. évidemment, pour pas que ça fausse les résultats Voilà, à la pour fin. qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des faux positifs. Oui. C'est-à-dire qu'on dise d'une personne, ben oui, vous avez des gros troubles de mémoire, faudrait consulter. Et aussi, la chose que j'ai rajoutée, c'est une version photo pour les personnes qui ne savent ni lire ni écrire. On en est où du coup de ce test, de ce TEGG, test d'efficience globale en Guyane? On est encore en phase de développement? On est en phase de validation. De validation, Donc, d'accord. les tests sont développés, donc c'est en cours de validation. Là, je travaille avec plusieurs neuropsychologues là, de Guyane. C'est un projet qui est financé par l'ARS. Et voilà, alors s'il y a des personnes volontaires pour pas se tester même, pour valider le test, à partir de 50 ans, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, je vais pas vous demander de nous faire un résumé, on va dire, de tout ce qui a été fait depuis un demi-siècle en termes de recherche. Il y a eu des milliards qui ont été investis avec des chercheurs partout dans le monde. Déjà, sur la compréhension même de la maladie, Anne-Marie Hergis, les facteurs de risque, les mécanismes sur ce qui se passe en fait dans le cerveau, est-ce qu'on arrive à avoir une compréhension quand même aujourd'hui assez précise finalement de la maladie? Alors, on connaît très bien comment la maladie se développe. Oui. Alors, ce qui déclenche le développement de la maladie, ça, c'est C'est encore inconnu? ouais, comme beaucoup de maladies neurodégénératives finalement, parce qu'il y a des formes génétiques, mais qui représentent peut-être 1 à 5% de la population. D'accord. Ce sont des formes familiales. Si quelqu'un là, dans un couple, les enfants ont un risque sur 2 de l'avoir, et c'est des familles qui sont assez connues, suivies. Le reste, on ne sait pas ce qui déclenche. On sait comment ça se développe avec les plaques séniles, les dégénérescences neurofibrillaires, dû à des anomalies de protéines dans les neurones, ça on le sait. Mais voilà, on ne sait pas ce qui déclenche cette maladie. Mais elle a quoi de si complexe finalement la maladie d'Alzheimer quand on la compare à d'autres maladies? C'est quoi? C'est parce que ça touche au cerveau finalement ou il y a d'autres facteurs à prendre en compte? Oui, parce que ça touche le cerveau, ça touche l'intégrité de l'identité de la personne. Oui. Hein, si les souvenirs se désagrègent, on est en perte d'autonomie, c'est quelque chose qui fait peur. Alors, ce dont mes collègues vont parler également aujourd'hui et puis après-demain, c'est les nouveaux traitements qui sont en train de sortir. Donc, ça s'appelle des anticorps monoclonaux, c'est-à-dire des anticorps ciblés sur des plaques de protéines amyloïdes qui sont entre les neurones et qui étouffent les neurones. D'accord. Et Le Leqembi, c'est bien ça ou pas du tout? lecanemab, oui, Oui. lecanemab, oui. Oui, il y a la Commission européenne qui a autorisé C'est ça. ce médicament en Europe il y a quelques mois. Oui, c'est tout récent. Donc, c'est pas encore. Alors, il est utilisé aux États-Unis, coûte très cher. On ne sait pas comment ça va s'organiser en France. Hein. Voilà, on a l'autorisation de l'Europe pour pouvoir utiliser ce médicament, parce que ça nécessite que les patients soient en hôpital de jour, qu'ils aient une perfusion. C'est pas des comprimés, c'est une perfusion. Donc, c'est un petit peu quand même invasif. Et Oui. puis, ça, en termes d'organisation par rapport au fonctionnement des hôpitaux de jour, ça demande une nouvelle organisation.
Et il faut faire des IRM fréquentes pour éviter des risques, parce qu'il y a eu des risques de petits saignements. C'est pas tout le monde ne les a pas, mais il faut contrôler qu'il n'y ait pas de problème. En tout cas, ce médicament n'annule pas tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, à savoir évidemment s'il y a une prise en charge médicamenteuse un jour qui arrive, ce sera très bien, mais il faut continuer malgré tout, à entraîner quand même son cerveau et son rapport aux autres. Tout à fait. Ouais. Est-ce que, et on va pas faire évidemment de comparaison entre les différentes maladies, mais est-ce que vous avez l'impression que, ça collectivement, on parle suffisamment de cette maladie? Anne-Marie Hergis, je donnais les chiffres tout à l'heure, 2000 personnes en Guyane. Évidemment, avec le vieillissement de la population, il y en aura de plus en plus dans les années qui viennent. C'est un vrai sujet de société. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est à la hauteur des enjeux finalement? Alors il y a encore beaucoup de choses à faire, de progrès à faire, Ouais. en termes de dépistage. Parce qu'il y a on parle de 2000 personnes en Guyane, mais il y en a probablement beaucoup plus, parce que les gens aussi, quand ils ont des problèmes, n'aiment pas forcément consulter, venir en parler, ou alors c'est loin. Ouais. Là, il y a une consultation mémoire ici à Cayenne. À Saint-Laurent, il y a quelques gériatres qui sont surtout en EHPAD. Puis ceux qui habitent entre Saint-Laurent et Cayenne, c'est compliqué. À Saint-Georges, à Regina, c'est compliqué. Il faut se déplacer, il faut venir, il faut prendre rendez-vous. Ouais. Donc il y a, je pense, plus de cas et qu'on ne sait pas. Donc ça, 2000, c'est à peu près une estimation parce que en France, on dit qu'à peu près 1/60 de la population qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Dernière question, et puisqu'on parle de prévention, Anne-Marie Hergis, s'il y a justement un auditeur, une auditrice là qui est en train de vous écouter, qui s'inquiète peut-être pour un proche ou pour lui-même, par quoi est-ce qu'il pourrait commencer et surtout à qui est-ce qu'il faut s'adresser? Alors, la marche à suivre, c'est d'abord s'adresser à son médecin traitant. Oui. Ça, c'est la première étape et qui ensuite va orienter vers la consultation mémoire, vers un gériatre ou un neurologue, puisqu'il y en a beaucoup plus. Quand je suis arrivée en Guyane il y a 22 ans, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y avait pas de consultation mémoire, il n'y avait pas de neurologue, sauf un qui venait de temps en temps. Oui. Maintenant, il y en a beaucoup plus. Et puis, il y a des centres, ça se développe beaucoup, des cliniques. Il y a la clinique Canopée, il y a la clinique Saint-Paul, il y a d'autres cliniques qui se développent. Et j'ai cru comprendre que aussi dans certaines communes, ça allait se développer aussi, notamment à Kourou, peut-être à Saint-Georges, où il y a pour l'instant qu'un dispensaire. En tout cas, ne pas attendre. S'il y a des signes avant-coureurs qui commencent à arriver, il ne faut pas laisser passer trop de temps. Voilà, pour deux raisons. D'une part, s'il y a vraiment un début de maladie, pour pouvoir être pris en charge le plus tôt possible. Et puis être rassuré si on n'a pas la maladie. Parce que c'est pas la peine de vivre dans l'angoisse pendant des mois en se disant « Oh là là, j'oublie ceci, j'oublie cela. Est-ce que c'est la maladie d'Alzheimer ?» Anne-Marie Hergis, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, professeur de neuropsychologie pour parler de ces entretiens Alzheimer en Guyane organisés par la Fondation Recherche Alzheimer. La première conférence, ce sera aujourd'hui à Cayenne et la deuxième après-demain à Saint-Laurent. Merci encore.